messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette autre édition de votre programme Z2OM. C'est le Zoom du Prince Charlie. Le 8 décembre 2020, lors de la 6e journée de la Ligue des Champions, il a exprimé son mécontentement suite à un tacle sur son joueur non sanctionné par l'arbitre. Sa réaction est jugée trop véhémente par le 4e arbitre qui demande à l'arbitre central de le sanctionner en utilisant le mot négro qui veut dire noir en romain. Ces propos sont jugés racistes et les deux équipes décident de rejoindre les vestiaires en solidarité à notre invité. Il a fait partie de la sélection nationale du Cameroun de 2003 à 2014. Il a participé à 2 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations ainsi que 2 éditions de la Coupe du Monde. En 2019, le natif de Bangwa, chez Sa Majesté Ndjampo Tchatchouan Ané Julio, se tourne vers une carrière d'entraîneur et devient adjoint à Istanbul Besacheki. J'espère avoir bien prononcé. Pierre Achille Webo est l'invité de votre programme. Bienvenue Achille à cette édition. Merci pour votre invitation, Pierre, et merci pour tout ce que vous avez fait pour qu'on soit là. Et c'est avec plaisir que je suis là. Alors Achille, vous avez commencé votre carrière en 1999 comme joueur au stade de Banjul. Et puis en 2018, vous l'achevez avec 526 matchs selon nos recherches et les statistiques que nous avons trouvées. Vous avez disputé 526 matchs à l'international et 153 buts marqués ainsi que 58 matchs et 18 buts marqués dans la sélection nationale du Cameroun. Quelle appréciation faites-vous de votre personne et de votre parcours aujourd'hui? Oui, comme je dis déjà tantôt, c'est pas une appréciation que je peux dire. Je porte à cela. Je pense que je suis un privilégié. J'ai eu la chance de faire cette carrière. Aujourd'hui que je suis, c'est mon passé. Je pense que c'est le plus important aujourd'hui, c'est que j'ai fui un exemple pour beaucoup de jeunes, une inspiration pour beaucoup de jeunes Camerounais, Africains et même surtout Uruguayens, par là où j'ai commencé professionnellement, Oui. d'être là où, de faire la carrière qu'ils ont faite aujourd'hui. Et très content et je pense que, voilà, comme je dis, on me fait parvenir parfois que je suis deux fois l'inspiration, la motivation de beaucoup de jeunes joueurs et beaucoup aussi de grands joueurs qui sont dans les grands championnats du monde. Magnifique. Vous avez débuté en 1999, comme je l'ai dit, au stade de Banjul. Et un an seulement, vous êtes envolé pour le national en Uruguay. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé à l'époque? Quel est ce contact qui a pu vous prendre de la sorte et vous faire vous envoler pour l'international? Je pense que c'est un peu du fruit du hasard, non? Parce que là, à cette époque, c'était pas évident. Il n'y avait pas des réseaux sociaux, il n'y avait pas assez du matériel pour pouvoir détecter les joueurs, pour promouvoir les joueurs. Et le scouting à niveau international, pour le national de Montevideo, c'était pas aussi évident. Et c'est un peu du coup du hasard, parce on m'appelle, on me dit un matin, oui, tu as une équipe en Uruguay, une grande équipe qui veut que tu viennes faire des tests. Et j'avais l'expérience que mon cousin Jérémy, il était à Cerro Porteño au Paraguay. Oui. J'ai dit mais pourquoi pas. Et bon voilà, j'ai tenté ma chance. Et après les 4 premiers entraînements, l'entraîneur Hugo De Leon, il a jugé bon me garder dans l'effectif. Et 6 mois après, j'ai joué la Copa Libertadores, ce qui sera comme la Champions League ici. Et c'est là, rien qu'avec 18 ans, pour moi c'était une très grande chose et j'en suis fier de tout ce qui s'est passé. Magnifique. De l'Uruguay pour Osasuna en Espagne. Ouais. C'est d'ailleurs là-bas que vous avez disputé autant de matchs. Nous avons vu 136 matchs au total. Ouais. On peut dire que c'est là-bas que vous avez gagné aussi beaucoup plus d'argent. J'ai envie de dire que c'est là-bas où j'ai couru, j'ai aussi eu beaucoup de kilomètres. Ouais. Non, argent, vous savez, c'est assez relatif. Oui. Gagner de l'argent, je peux dire, c'est là où je me suis fait connaître par mon public, par mon pays, par beaucoup de monde ici en Europe ou en Afrique.
Et c'est là où vraiment c'est une équipe qui m'a donné cette opportunité non, de jouer un grand championnat comme celui de l'Espagne et aussi pendant longtemps. Oui. Et par l'argent, je pense pas. C'est d'ailleurs que j'ai gagné beaucoup d'argent. Magnifique. En 2003, vous êtes sélectionné pour jouer dans l'équipe du Cameroun à l'occasion du match d'hommage à Marc Vivian Fouet organisé par Basile Boli. Alors, est-ce que vous pouvez bien nous expliquer comment ça s'est passé pour que l'on puisse vous détecter dans votre équipe? Oui, déjà, je joue le championnat espagnol, qui est vraiment un championnat très huppé dans le monde, l'un des premiers, l'un des plus importants. Et bon, dès là-bas, l'Afrique, tout le monde me voyait. Oui. Et déjà, avant, j'avais eu l'opportunité de jouer pour l'équipe nationale de l'Uruguay. Et j'ai refusé cela avec Jérémy et tout. On a vu, non, c'était pas le bon choix. Oui. Et vu que je n'avais jamais participé ni avec les jeunes, avec le Cameroun. Et ouais, dès que j'ai cette opportunité, comme on disait tantôt, pour le match de Jean-Marc Vivant Fouet, bon, déjà, la cause du match n'était pas le moment idéal pour ce qui s'était passé à la Coupe des Confédérations. Mais c'est un très grand honneur, non? Parce que là, j'avais la chance de jouer contre des grands joueurs. C'est ça. Des grands joueurs qui n'étaient pas dans notre championnat, parce que j'ai joué au championnat, j'ai participé, j'étais dans le championnat espagnol et j'ai joué contre contre Thierry Henry, Franck Leboeuf, Laurent Blanc, qui étaient là. Tous ces gens, c'était pour moi un grand honneur. Ce fut une très grande expérience. Et comme je dis, hein, je n'avais pas aimé, je n'aurais pas voulu que ce soit comme ça, mais j'ai commencé par là. Et puis pour la sélection du Cameroun, je pense que j'ai aussi fait des grandes choses. J'ai fait rire, j'ai donné beaucoup de plaisir aussi. On va y arriver d'ailleurs. Vous avez parlé, comment vous venez de nous expliquer comment vous avez vous avez refusé de jouer dans l'équipe nationale de l'Uruguay. Ouais. Ça nous permet de poser la question. Vous êtes de quelle nationalité? Vous êtes binational? Oh, vous savez, cette question fait beaucoup jaser dans le milieu du sport. Je crois que d'ailleurs, ça a permis ça a empêché à une ancienne gloire du football de ne pas briguer à un mandat électif à la Fédération camerounaise de football. J'ai envie de vous poser la question. Je suis camerounais, je suis 100% camerounais, j'en suis fier. Et oui, c'est vrai, c'est des problèmes sociopolitiques, le fait qu'on ne puisse pas avoir de nationalité. Comme Camerounais, je suis Camerounais et j'en suis fier. J'en ai joué là-bas pour longtemps. Et mes frères, ma famille sont tous Camerounais, j'en suis fier. Mais comme je dis encore. De 2003 à 2014, je l'ai dit dans mes propos liminaires, vous avez joué pour la sélection nationale du Cameroun. Comment vous arrivez, c'est d'autant plus que l'on dit que pour accepter un joueur dans l'équipe nationale, on demande de l'argent. Est-ce que vous nous expliquez comment vous aussi vous êtes arrivé dans l'équipe nationale du Cameroun? Donc, vous savez, l'équipe nationale du Cameroun, c'est un peu... tout le monde parle, tout le monde donne son opinion. C'est un peu le centre du sport de notre pays. C'est le sport roi, le football, vous savez. Et à mon époque, il y avait vraiment des grands joueurs, il y avait des grandes personnalités. Et tout se disait, tout le monde donnait son opinion. Mais ce qui me concerne à moi, je pense que ça m'est jamais arrivé de faire un tel geste. Je pense que c'est déplorable. C'est même un manque de respect pour ton pays, non, pour le drapeau de ton pays. Et par mérite, j'ai été là. Il y a des sélections où je n'étais pas là parce que je n'étais pas bon en club. Je respectais, mais quand j'étais là, je pense que c'était de tout mon mérite. Et voilà, beaucoup de choses se disent, mais des choses, des vérités, parfois qui ne sont pas assez... il y a des choses qui se disent qui ne sont pas vérifiées. Ouais. Alors, de toute façon, vous venez de dire que dans la sélection nationale du Cameroun, il y avait de très bons joueurs avant votre promotion ou génération. Quel joueur vous a marqué ou continue de vous marquer au Cameroun? Il y en a beaucoup, mais pour être honnête, notre référence c'était Samuel Eto'o, c'était l'homme le joueur le plus important, j'ai envie de dire, le joueur qui faisait la différence. C'était à un moment en 2010, à partir de 2010, il était notre capitaine. Je pense que des matchs, vous les connaissez, vous savez ce qu'il faisait, vous voyez ce qu'il faisait, mais pendant les entraînements,
je pense que je peux dire j'ai eu la chance de jouer avec un aussi grand attaquant. Oui, puisque vous parlez de Samuel Eto'o, bien évidemment à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, il a porté le brassard du Cameroun. Quelle était l'ambiance au sein de la tanière? Ouais, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se disent. Il y a des opinions, il y a des spéculations autour de l'équipe nationale du Cameroun. Il y avait à mon époque, je pense que comme joueur, nous qui étions sur le terrain, on faisait tout pour que ça se passe bien. Après, il y a des dirigeants. Après, bon. Oui, justement, parce que la question, vraiment, pendant votre période, c'était quoi le problème? Le staff, les joueurs, l'État du Cameroun. D'ailleurs, il y a mon confrère Jean-Bruno Tagné qui a commis un ouvrage programmé pour échouer. Enquête sur la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud. Samuel Eto'o, d'ailleurs, qui est connu comme étant votre mentor, était capitaine à l'époque, on a d'ailleurs dit. Alors, dans cet ouvrage, il occupe d'ailleurs la première des couvertures. Vous étiez réellement programmé pour échouer en 2010. Déjà. Quelle ambiance y avait-il réellement? Aujourd'hui, on peut en parler, ça fait quand même 11 ans. Je n'aurais la pète. Non, menteur, déjà, il faut rectifier cela. Menteur, d'accord. Menteur, non, je pense, on joue ensemble, on joue dans la même équipe, c'est vrai. Et vous aimez quand même très bien, hein? Non, c'est pas qu'il nous aimait, c'est qu'il y a des affinités je dis vous, personnellement, Achille, Samuel, vous réclamez, je me rappelle une interview où il demandait, où il a insisté, non, parce que Achille, il pèse sur la défense adverse, Achille permet d'ouvrir, je ne vais jamais oublier cette interview. Je vous dis, Samuel, personnellement, vous aimez. Ouais, déjà merci pour ces mots. Je pense que déjà aussi au Cameroun, vous savez, on est parfois très sensationnaliste. On veut des grands titres, on veut des grands titres de journal. Et chacun savait ce qu'il apportait en équipe nationale. Je t'ai dit tantôt, c'était notre nombre de l'équipe nationale du Cameroun. Oui. Mais parlant de l'ouvrage de programmer pour échouer, je pense que avant cette Coupe du Monde, on a fait des très grandes choses. On a fait des matchs très très importants aux éliminatoires. Je me rappelle des matchs contre le Gabon, contre le Togo, Yaoundé. C'était vraiment c'est des matchs qui sont restés. Et après, la compétition, c'est autre chose. La compétition, c'est la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de gens c'est la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe d'Afrique. Là, vous jouez contre des grandes équipes de tout le continent. Et nous, comme des joueurs, en tant que joueurs, on a tout fait. On a voulu vraiment se concentrer sur notre compétition. Je pense que c'était une très belle équipe nationale. On avait des joueurs pour faire une compétition mieux que celle qu'on a faite. Mais dommage, ça ne s'est pas bien passé. Après, ce n'est pas que le Cameroun. Hein. Vous avez eu la France. J'ai envie de dire, ça se passe en Argentine, en Uruguay, au Brésil, j'en vous dis pas. Donc, c'est partout. Mais je dis encore, nous, on aime bien ça parce que là, tu es resté avec le titre programmé pour échouer. C'est ça qui reste. Dommage pour tout cela. Alors, quel rapport vous gardez aujourd'hui avec vos anciens coéquipiers de cette période-là? Je suis resté dans le monde du sport. Hein. J'ai des rapports avec tout le monde, je parle avec tout le monde. Je pense pas que j'ai un problème avec quelques-uns, mais ouais, vous savez, après la vie, ça réunit ou bien ça éloigne d'autres personnes. Le quotidien, c'est ça. Et puis, que tu le veuilles ou pas, il y en a qui ont plus de rapports, il y en a d'autres qui en ont moins parce que leurs occupations les appellent plus. Et bon, voilà. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le football camerounais, sur le championnat de première division, sur la FECAFOOT, ainsi que la sélection nationale, de façon grosso modo? Grosso modo, il y a beaucoup de choses que j'ai de loin parce que là, comme moi aujourd'hui, je suis entraîneur et j'ai horreur quand des gens donnent leur opinion sur mon équipe sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mais ce que je peux dire un peu de loin, ce que je vois, c'est que depuis 2014, je suis parti de l'équipe nationale. Il y a des choses j'ai envie de dire, qui ne vont pas comme il se devrait, parce que le Cameroun, déjà la fédération, il devrait organiser des championnats, mieux organiser. Moi, je parle toujours de l'organisation, parce que ça, c'est mon domaine aujourd'hui. L'organisation, on devait avoir un championnat des jeunes, parce que je pense que c'est là le ciment de tout.
il faudrait peut-être mieux organiser le championnat des jeunes. C'est pas pour critiquer, c'est juste mon opinion, parce que de par mon expérience dans le monde, mieux organiser le championnat des jeunes et puis voilà, avoir des joueurs qui ont vraiment ce sentiment du Cameroun. Non, je ne veux pas dire que les joueurs qui viennent de l'extérieur ne l'ont pas, mais je me rappelle, j'ai écouté plusieurs fois, que ce soit Djemba, Alexandre, même Jérémy, Rigobert Song, quand on était là-bas, porter le maillot, c'était déjà cette fierté. Et que le Cameroun, c'est que le peuple, que la population du Cameroun se sente identifiée avec notre équipe nationale. Oui. Moi, je me souviens quand je rentrais dans le bus ou quand j'étais au Cameroun, franchement, c'était quelque chose de très fort. J'ai joué en club, j'ai joué dans 4 continents, j'ai joué les Libertadores, le Mondial, la Coupe du Monde et tout. Mais quitter de l'hôtel Montfébé ou du Hilton pour Fandena pour les matchs du football du Cameroun, pour les rencontres de l'équipe nationale, c'était pas facile. Regarde que j'ai joué en Amérique du Sud. Hein. Oui. Et c'est fou, hein. Là-bas c'est fou. National c'est fou, c'est un club, c'est le meilleur club du pays. C'est vraiment la hinchada más grande, comme on dit chez nous. Ils sont vraiment passionnés. Après, mais quand tu arrives au Cameroun, tu vois une maman, comme disait, j'écoutais mon jeune frère Alexandre Son dire les moments prendre avec des plateaux je sais pas, de bananes sur la tête, d'avocat, ouais, dire allez les gars, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Et même pour l'équipe nationale, tout ce que j'ai gagné ou tout ce que j'ai eu là-bas, je peux te rassurer que rien n'est jamais revenu en Europe, là où j'habitais, parce que tout est resté là-bas pour tout ce que je faisais et tout. Donc c'était vraiment une très grande fierté, une très grande responsabilité. Magnifique. Avant de passer, je n'oublierai jamais le match après la Coupe du Monde, après la Côte d'Ivoire, oui. où on a fait une très bonne prestation là-bas. Le regard de mon entraîneur, Javier Aguirre, qui était entraîneur du Mexique à la Coupe du Monde, effectivement, de 2010. Oui. Ça c'était en 2005-2006. Son regard avec moi, ça a changé par rapport à ma prestation à l'équipe nationale. Ouais, c'est pour dire, parce que c'est le Cameroun, c'est pas, avec tout mon respect, c'est pas le Tchad, c'est pas le Burundi, c'est avec tout le respect que j'ai pour ces pays. Donc ce qui fait que c'est ça qu'il faut qu'on gagne, hein, ce respect que les gens avec les autres pays avaient pour nous. Avec votre expérience internationale aujourd'hui, Pierre Achille, est-ce que vous pensez apporter tôt ou tard votre expertise en tant qu'entraîneur pour la sélection nationale du Cameroun? Non, c'est encore très tôt, Je pense que je suis encore à la porte, je suis encore à l'étape d'apprendre, de l'apprentissage. J'apprends, c'est vrai, j'ai commencé par le haut niveau, par le Champions League, par les grands tournois, mais je pense que je suis à l'étape de l'apprentissage. Mais j'ai toujours dit, pourquoi ne pas apporter pour le Cameroun? Le Cameroun, c'est notre pays, on est fiers de l'être. Il y a un potentiel fou en Afrique, pas seulement au Cameroun, en Afrique. Et je pense que pas seulement les organisateurs au Cameroun, j'en parle parce que j'ai fait un master en management aussi avec l'UFA. On en parle tout le temps avec nos mentors, nos professeurs. On leur dit l'Afrique, tournez un peu beaucoup plus pour l'Afrique, vers l'Afrique. Parce que la Champions League, vos tournois que vous avez, il y a un très grand pourcentage de joueurs qui viennent de l'Afrique, comme ils viennent aussi de l'Amérique du Sud. Mais le respect ou bien la formation ou bien tout ce que l'Afrique mérite, vous ne les apportez pas autant que vous le faites pour l'Amérique du Sud. Vous savez, il faut le dire. Ce qu'ils font pour les pays de l'Amérique du Sud ou bien d'autres pays, d'autres continents, il faudrait qu'ils le fassent beaucoup plus parce que je pense après l'Amérique du Sud, l'Afrique est le continent qui apporte le plus dans le championnat européen. En Champions League, je pense avec l'Amérique du Sud, on est presque au même plan. Donc, ce qui fait que il faut qu'ils se tournent aussi vers nous avec la formation des entraîneurs, la formation des dirigeants qui se tournent aussi vers nous. C'est un peu aussi là notre bataille avec l'UEFA et parfois avec la FIFA. Magnifique Pierre Achille Webo. Alors nous allons nous allons voyager tout de suite pour Istanbul, pour le club où nous allons vous permettre de regarder quelques instants d'entraînement de notre invité de ce jour, de cette ancienne gloire de football. Il est sélectionneur adjoint à... Est-ce que vous pouvez me permettre de bien prononcer Istanbul Başakşehir. Istanbul Başakşehir, nous voici au plein cœur d'Istanbul pour voir Pierre Achille en plein entraînement.
Corner, la tête de Marquinhos, ça revient sur Kelechi. Il peut rien faire. Et là, il ne peut rien faire. Keylor Navas, il y a des limites à son talent. Et Paris n'obtiendra pas le clean sheet. Là, ça va aller vite. Oh là là, les espaces. Yo estaba bien tu voz. La alegría volvió, la alegría volvió, la alegría volvió. Yo estaba meter en medio aquí, así le mataba. Eso parecía Brasil contra Alemania. Já. Niño, parecía Brasil contra Alemania. 7-1. Birimizi gözüktü. Retour sur ce plateau après ce bref séjour à Istanbul. Nous revenons vers Achille pour lui demander c'est quoi le quotidien d'un entraîneur adjoint? Oh, le quotidien d'un entraîneur adjoint, c'est beaucoup plus compliqué que celui d'un footballeur, crois-moi. En temps, et on passe beaucoup de temps avec, avec des collègues. Le matin, on rentre aux entraînements, on a des réunions à faire avec les médecins, les kinés, Oui. parfois les masseurs aussi. Puis on prépare les entraînements. Déjà, la préparation est faite sur une semaine, mais le matin, on revient, on voit le nombre de joueurs que nous avons, on programme les entraînements, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Et puis les joueurs disponibles, on fait, comme on dit, on planifie un peu tout, ce qu'on a à faire. Après, on rentre dans l'entraînement en soi, échauffement, entraînement, tirement après si possible. Et puis le plus important, c'est là que ça commence. Après les entraînements, on fait le briefing, on sait ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, les joueurs qui passent faire chez le kiné, le repas. Après, on a la réunion avec la diététicienne dans notre club. Et puis le psychologue aussi, très souvent. Et moi, je m'occupe de la partie des attaquants. Oui. Ouais, très souvent, il faut donner les rapports avec mon rapport à l'entraîneur, comment ça s'est passé, s'il y a des spécifiques à faire. Ça dépend des journées. Ouais, je fais très souvent des spécifiques avec les attaquants. Et puis voilà. Je peux dire d'une journée de 9h du matin à 5h, 5h30 du soir. C'est quand même long. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour être sélectionné ou bien pour arriver dans ce club? C'est un ancien club à vous? Oui, c'est un ancien club à moi. Après ma carrière à Majorque, en Espagne, ils m'ont sollicité.
Ils ont payé un transfert pour que j'aille là-bas. C'était Oui. un très jeune club. Ouais. Et puis en 2011, j'ai débarqué là-bas et on a fait une très. Bon, je pense que j'ai fait une belle prestation. Je suis allé après au Fenerbahçe et ils sont restés, puisque je suis le premier joueur qu'ils ont transféré à un grand club et avec ce que ça donnait, argent, et ça, ils en étaient. Et puis aussi, j'ai envie de dire, le caractère, le comportement de tout un joueur, non? Mm. Ce que tu laisses, c'est ça qui te C'est rappelle ça. après. Ouais, C'est donc ça. voilà. Après avoir joué, après ma dernière saison en Turquie, ils avaient déjà voulu que je vienne là-bas comme entraîneur et faire ma dernière saison en tant que joueur-entraîneur. Et je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai commencé en Uruguay, c'est un pays qui m'est cher. D'ailleurs, j'ai un fils là-bas et puis il fallait que j'aille là-bas terminer ma carrière. Comme pour dire, là où j'ai commencé, je voulais terminer là-bas. Magnifique. Donc, voilà. Et en Uruguay, ils m'attendaient, je suis allé, j'ai fait les 6 derniers mois que j'avais à faire là-bas. Et quand je suis revenu, ils m'ont dit, bon, je leur ai dit, écoutez, là, je me sentais plus bien parce que là, en Uruguay, j'ai senti que ce que ma tête voulait dans le jeu, le corps, ça ne suivait plus. J'ai pris la décision de prendre ma retraite. Et puis j'ai pris ma retraite, je suis parti, je leur ai dit, je les ai fait savoir que j'avais pris ma retraite. Ils m'ont engagé comme entraîneur adjoint. Et puis, comme avant, avant de terminer ma carrière, j'avais j'ai envie de postulé pour être à l'UEFA comme au MIP de Oui. l'UEFA comme Oui. manager exécutif. Ouais. Donc ce qui fait que je fais les deux à la fois, exécutif manager et entraîneur pro. Ça veut dire que vous avez aussi une carrière académique très enrichissante. Ouais, je ne me plains pas. Expliquez, partagez avec nous. Ah ouais, On a déjà- toujours tendance à croire que les footballeurs ont pour meilleur ou grand diplôme le brevet d'études du premier cycle. Ah non. Ah ouais, j'ai eu la Achille, chance- partagez avec nous. s'il vous J'ai de plaît. la chance. Et déjà, même en 99, ma maman, en paix à son âme, ne voulait pas que je joue. Et je ne voulais pas que je joue au football. Et donc, ce qui fait, je faisais terminale. Avant de composer le baccalauréat, j'ai eu la chance d'aller en Uruguay, comme je t'ai dit. Oui. Et ouais, ça se dit même très souvent. Là-bas, j'étais le professeur des enfants, des jeunes professeurs de mathématiques, puisque je faisais la terminale D. J'étais professeur de répétiteur de mathématiques Ouais. des jeunes au centre de formation, Luis Suarez, Muslera, qui aujourd'hui c'est les grandes Godin. Waouh. C'était mes élèves. Donc Waouh. aujourd'hui, j'ai envie de dire, bon, j'étais tout frère aussi. Hein. Ce qui fait que j'alternais avec études de football. Et puis voilà. Après, durant toute ma carrière, je savais, je voulais faire, je voulais même pas être entraîneur, il faut que à dire vrai. Je voulais être, comme je dis, un CEO, manager exécutif. Ouais. C'est déjà le cours que je suis en train de faire. Et ouais, après une sélection parmi beaucoup de gens, près de 100 personnes. On nous a retenus en nombre de 30, 24-30 avec à l'UEFA entraîneur pour ce master. Déjà, je remercie voilà aussi mon grand frère Jérémy qui m'a toujours poussé dans cette direction, non? Toujours regarder, toujours lire, toujours apprendre. Et là, on est la 3e promotion avec bon, des joueurs Kaka, j'ai envie de dire qu'il y a encore Didier Drogba, à qui je me passe le bonjour, et puis beaucoup d'autres patients, Fadiga du Sénégal. On est 3 Africains, Webo, Fadiga et Didier Drogba dans la promotion, la 3e promotion. Ouais. Magnifique. Pierre Achille, vous parlez combien de langues aujourd'hui? Ouf. Espagnol, anglais, français, turc, portugais. Waouh! Bravo, 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 bravo. Alors c'est sur cette question, mesdames et messieurs, que nous allons bien évidemment bifurquer pour parler de la politique, car la politique, elle est partout et même dans le football. Alors, quelle appréciation faites-vous du climat socio-politique aujourd'hui dans notre pays, le Cameroun? Oui, comme je vous ai dit tantôt, hein, moi quand j'étais footballeur, je n'aimais pas qu'on parle de moi étant de l'extérieur. Et moi, comme je ne suis pas non plus au Cameroun pour vivre vraiment ce qui est en train de se passer et ce qui se passe là-bas, et mon opinion c'est que voilà, c'est pas agréable d'entendre que des gens meurent, qu'il y a des séparations, qu'il y a des choses qui se passent comme ça dans notre cher pays. Et d'ici, je demande que vraiment que tout cela s'arrête et qu'on s'unisse. Et vraiment, je n'ai pas vraiment une opinion vraiment très, 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 très claire de tout ce qui se passe, parce qu'il faut vivre vraiment la situation. C'est comme moi, je suis en Turquie, il y a des choses qui se passent là-bas. Et vous, ici en Europe, vous avez une opinion vraiment, parce que je suis parfois la presse européenne, qui est vraiment
tout au contraire de ce qui se passe là-bas. Ouais. Donc je suis assez prudent de donner mon opinion sur un point aussi sensible comme cette situation du Nozo. Ouais, sinon, justement, j'allais vraiment parler surtout beaucoup plus du Nozo, vu que des femmes, des enfants meurent, continuent d'en mourir, et vous avez votre coéquipier, confrère Chouton, qui n'est pas au Cameroun, mais qui, à chaque temps, monte via les réseaux sociaux autres, donne une voix pour stopper cette guerre dans le Nozo. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer, on peut dire que pour vous, c'est aussi cette même volonté? Il faudra stopper la guerre dans le Nozo et que la paix revienne pour nos frères et sœurs du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Oui. Qui veut la guerre? Personne. Personne ne veut la guerre. Nous, on est tous des Camerounais, on est tous des patriotes. Et plus on est unis, plus on se sent bien. Mais là aussi, je dis, parfois, il y a des responsabilités à prendre. Quand je dis des responsabilités, c'est pas moi de le dire. Mais, comme je dis encore, je ne vis pas au Cameroun. Et pour donner une opinion assez forte, comme le fait nos confrères, il faut vraiment avoir qu'il m'excuse, il faut avoir vraiment il faut vivre vraiment cette situation. Et d'ici encore, j'appelle à mes frères, à mes confrères camerounais de l'arrêter, et que nous, on est vraiment tous des Camerounais, soyons unis, vraiment que la paix règne dans notre cher beau pays. Alors, nous allons vous présenter quelques images. Vous allez faire le commentaire que vous voulez. Nous avons choisi quelques images. Nous allons commencer par la première image qui est celle du président Paul Biya. Homme politique, quand je pense à lui, c'est de la longévité. Comme on le disait aussi, de père de la nation. Homme politique, longévité. Image suivante, celle de Iya Mohamed. Iya Mohamed. Mon président, comme tu l'as dit tantôt, j'ai eu la chance, quand je suis rentré à l'équipe nationale du Cameroun, c'était mon président. Que de bonnes choses, que des choses positives envers ces messieurs. En ce qui me concerne, un grand homme. Quelqu'un qui a, à mon avis, œuvré pour le bon fonctionnement du football du Cameroun. Dommage pour tout ce qui lui arrive. Un grand homme à qui j'ai beaucoup de respect. Image suivante, celle de Rigobert Sambana. Mon capitaine. Rigo, vous savez, c'est un peu la transition. Excusez-moi, parce qu'avec lui, je suis ému quand je parle de lui. C'est un peu la transition entre la génération 90, 94 et nous. C'était un peu comme la courroie. Et quand je suis arrivé en 2003, vous savez, ce maniant, cette rage, cette fougue, là, cette personne-là, Ouais. c'était un peu notre emblème. Quand tu parles du Cameroun, des maillots griffés, Ouais. sans contre-manche. Quand on parle du Cameroun, moi qui à l'époque j'étais en Uruguay, c'était Rigobert Song. C'était comme l'image, le lion. Vous savez, Avec son look. Rigobert Song, donc mon capitaine, à qui j'ai aussi beaucoup de respect, avec c'est un très grand homme avec tout ce qui lui est arrivé. Il continue à garder le sourire. Je pense que pour notre pays, c'est quelque part quelqu'un qui a vraiment beaucoup œuvré. Image suivante, Charlotte Dipanda. Personnellement, je n'ai pas eu l'opportunité de la connaître. C'est une grande artiste. Je peux que dire qu'elle a une belle voix, c'est tout. La prochaine image, c'est bien Karies Photo. Vous avez dit qui? Karies Photo, vous ne la connaissez pas alors? Je suis désolé, je la connais. C'est dit que vous n'aimez pas trop la musique, ou bien la musique du Cameroun, ou bien les chanteuses J'aime la musique, j'aime beaucoup un peu, je suis un peu de l'old school. Ah d'accord. Ben oui, Kuchwambanda, les têtes brûlées, Bendeka. Oh, wow. Ouais, ça c'est Bendeka. Et si je parlais alors de, comment elle s'appelle, Grace Deka? Ah ben ouais. Ah, maman. Alors, dernière image pour finir, l'image du professeur Maurice Kamto. Homme politique, grand juriste. Je me souviens de lui parce que là, je m'intéressais, quand j'étais au Cameroun, il y avait cette affaire de Bakassi. Oui.
Oui, et en 2004, je me souviens aussi qu'il a intervenu sur ce problème pour le Cameroun. Grand homme en politique, grand juriste, surtout grand juriste, qui aussi on a beaucoup de respect. Merci Pierre Achille pour ces observations et ces appréciations. Alors, la 6e journée de la Ligue des Champions, c'est joué PSG contre Istanbul Başakşehir. Je pense qu'on avait oublié cela. Non, je ne pouvais pas, je l'ai bien prévu pour la fin. Alors, où vous êtes entraîneur adjoint, vous aviez exprimé votre mécontentement et suite à un tacle appuyé non sanctionné d'un carton jaune de Presnel Kipembe, bien évidemment, et le 4e arbitre a jugé votre réaction très véhément et a demandé à l'arbitre central de vous sanctionner. Et du coup, voilà, il a prononcé le mot négro et vous avez fait la une de tous les médias. Alors Pierre Achille Wembo, est-ce que la situation vous a embarrassé et pourquoi? Ouais, je l'ai dit à vos confrères et je profite ici pour dire que c'est le premier reportage que je fais avec une personne, un média français, quand je dis français parlant et puis africain aussi. Oui. Ça m'a embarrassé, pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs manières de signaler celui qui s'était plaint. Oui. Et le mot négro, ça m'a vraiment embarrassé parce que je l'avais souffert déjà en Espagne. Je viens d'Amérique du Sud, c'est un autre contexte. J'avais souffert en Espagne. Et en Espagne, il y a un moment, ils ont voulu dire c'était les spectateurs qui n'étaient pas. Ouais, c'est embarrassant parce que j'ai un fils qui est en Amérique du Sud. Aujourd'hui, il a l'âge il a 21 ans et je vais lui demander, il me dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que j'allais lui dire. Donc, ce qui fait que ça m'a embarrassé et ma réaction elle fut spontanée, naturelle, comme une personne qui se sent, quand j'ai envie de dire, maltraité, c'est pas le mot, qui se sent minimisé par un autre être humain et moi, c'est pas juste et j'ai réagi comme j'ai réagi et je le referai de la même façon, peut-être un peu plus, si ça arrivait encore. Les joueurs des deux équipes à l'initiative de Ndembamba ont quitté la pelouse pour le vestiaire et ne reprendront le match que le lendemain. Quel est le sentiment qui vous a animé face à une telle initiative? Ouais, déjà ici, j'ai envie de dire, c'était une première fois que ça arrivait. Ça m'est arrivé en Espagne. À l'époque, j'étais dans la Liga. Les matchs continuaient, on ne s'arrêtait pas. C'était un signe fort, surtout contre les dirigeants comme l'UEFA ou la FIFA et la Champions League. C'est la compétition de clubs la plus importante dans le monde. Et que les joueurs puissent prendre une initiative comme celle-là, c'était très fort parce que là, c'est pour une fois, ils se sont sentis en danger parce qu'ils ont un calendrier, qu'il faut suivre le calendrier à tout prix. Personne ne doit arrêter, il faut que ça aille jusqu'à la fin parce qu'il y a des publicités derrière, il y a des horaires, il y a la Chine, il y a l'Amérique du Sud, il y a des contrats de télévision. Et pour une fois que ça arrive et que ce soit l'initiative des joueurs, je pense que c'était le geste à saluer parce que là, pour une fois, le joueur a pu, les footballeurs et les joueurs et les entraîneurs ont fait entendre leur voix. Et d'ici, comme je t'ai dit, en Turquie, ils sont vraiment, le problème, il allait jusqu'à l'Assemblée nationale, ils sont en train de voir comment mettre le 8 décembre comme une journée, comme la journée internationale contre le racisme. Je vous dis, c'était quelque chose de très fort. Vous savez, la Champions League, surtout quand vous avez des joueurs comme Neymar, Mbappé, le Paris Saint-Germain, ça fait beaucoup de bruit. Ce sont des joueurs qui ont vraiment un suivi médiatique très très important dans le monde. Oui. Et le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Donc ça a eu un impact très fort. Et d'ici, je pense que l'impact le plus fort, c'est qu'aujourd'hui, l'UEFA sait, que ce soit la FIFPro ou qui est l'association des joueurs dans le monde, oui. Ils ont un mot à dire dans le football. Tout ne se passe pas comme ils veulent, parce que ça a toujours été comme ça. Dommage que ça a été un arbitre, parce que parfois aussi c'est des joueurs, parfois c'est des supporters, il faut que ça s'arrête. De là encore, je reviens sur la situation de Nozo. Oui. On parle du racisme. La peau, Nozo, c'est pareil. Anglophone. Des choses qu'il faut vraiment faut éradiquer. Il faut éradiquer de notre société. Alors, c'était un très grand match d'ailleurs, le PSG, et l'incident a fait que vous aviez été très médiatisé. Est-ce qu'on peut dire tout de même qu'à quelque chose, malheur est bon? C'est dommage que ce soit de cette façon. Quand j'ai envie de dire, Webo, c'était un joueur camerounais, voilà.
international avec son pays, joueur en club, qui a fait des championnats. Et oui, bon voilà, c'est vrai aussi, à partir de là, c'était pas mon but. Je ne voulais pas me faire connaître, loin de là. Je pense qu'avec ce que tu as dit tantôt, avec ma prestation, près de 500 matchs en professionnel, il n'y a pas, je ne suis pas non plus, c'est pas ça que je cherche, d'être le focus de la presse. De la presse. Donc, ce qui fait que moi, c'était la meilleure des façons, des manières. Et déjà, puis j'ai réagi comme ça parce que c'était spontané, parce que je sens que je suis dans mes droits, je sens que je suis dans mes droits et je sais, et en plus, je fais un master de l'UEFA et la première règle ici, c'est le respect. Quand on est à Nyon, quand on est en Suisse, quand on est à Zurich avec la FIFA, c'est la première des choses, le respect. Et quand tu arrives et que ce soit un acteur, là je ne dis pas le public, c'est le public qui vient, vous savez comment il y a tout ce qu'il y a autour d'un match de football. Quand c'est un acteur principal, qui est un quatrième arbitre qui le fasse, c'est ça qui a fait mal. Et comme je te dis tantôt, je le referai une fois de plus, et 2 fois, 3 fois, si autant de fois que ça arriverait. Pendant un match comme celui-là, Pierre-Achille, est-ce qu'ils ont des éléments factuels pour permettre de vous désigner, inscrits sur la feuille de match? Vous allez me dire oui. On se connaît tous. D'accord. On se connaît tous. Je vous dis, on se connaît tous. Les entraîneurs, les arbitres. Avant les matchs, ce que vous voyez, au vestiaire, on s'est dit bonjour. Et je vais m'aller loin. Avant les matchs, après les matchs, il y a des petits cadeaux qu'on fait aux arbitres, des maillots, des gadgets. Et quand on rentre, on t'appelle par ton nom, on vous appelle par votre nom. Ils le savent. Et ces arbitres, ils avaient arbitré le match d'avant de Başakşehir contre Leipzig de Salzbourg, contre Leipzig, pardon. Oui. Donc ce qui fait que il sait qui je suis. Après, voilà, il ne faut pas se cacher. Ils savent qui est là, qui ne fait pas quoi, qui fait quoi. Parce qu'ils ont fait 2 matchs. Ah, lui, c'est qui, il a fait quoi et tout. On se connaît tous. Pierre-Achille, bien évidemment, vous avez évolué en Uruguay, en Espagne et en Turquie. Pendant ce périple, lequel de ces pays vous avez plus subi d'actes de racisme? Sur un terrain de foot, à dire vrai, l'Espagne. Oui. Ce sont les faits qui sont là. Oui. Après, l'Uruguay, c'est notre monde. Ils sont un peu comment dire, un peu entre l'Afrique et l'Europe. C'était différent. En Turquie, non. Parce qu'en Turquie, c'est notre culture. C'est autre chose. À dire vrai, c'est pas pour les défendre. Pour que je m'installe là-bas, il a fallu que je pèse beaucoup de choses. Donc, que je mette beaucoup de choses sur la balance. Je veux plus rester en Espagne, à Majorque ou bien à San Sebastián ou n'importe où, à Pamplona, où je joue à Osasuna. Mais la Turquie, c'est autre chose. Ils te font te sentir bien. Et aussi, c'est là, je travaille là-bas, c'est vrai, mais j'ai aussi eu l'opportunité d'aller travailler en Espagne, dans les anciens clubs où j'étais. Parce que, comme j'ai dit tantôt aussi, j'ai la chance que les anciens clubs où j'étais, ils ont des bons souvenirs de moi. Donc, magnifique. Voilà. Pierre-Achille Webo, avant votre départ pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, vous êtes allé dans votre village d'origine à Bangoua, non seulement pour inaugurer ce bâtiment flambant neuf de 3 salles de classe et un bureau. Au cours de cette inauguration, de ce rétrocession et inauguration, les rois d'Undé, accompagnés du préfet, de Madame le maire de Banganté à l'époque, Célestine Kecha-Cortez, tout ce parterre de personnalités vous ont élevé à un titre, à un rang de notabilité que je vous demande vous-même de prononcer, pas moi. D'ici, je la remercie encore pour tout. Et comme on dit tout le temps, mais le chef, Sa Majesté, il le dit aussi tout le temps, nous sommes j'ai envie de dire, notre tribu, on est des... Notre lignée, notre tribu, bien évidemment. Ouais, nous sommes des panthères. Des panthères. Hein? Et les panthères, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chasser, ils ramènent la proie à la maison. La proie à la maison. C'est par cette définition, que j'ai envie de dire, que j'ai fait ce geste. J'aimerais, je pense que je vais continuer à faire des gestes pour notre village, et pourquoi pas seulement notre village, pour tout le Cameroun, parce que c'est pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui tendent la main, il faut la tenir. Dommage que voilà,
Parfois, je me dis que ce n'est pas d'une manière continuelle, mais je pense qu'il y a des projets qui sont en vue et que bon, voilà, il y a des choses qui vont se faire. J'espère que ce sera le plus tôt possible, et pas seulement pour Bangwa, pour tout le Cameroun. Je pense que, comme je vous ai dit, que ce ne soit pas rien que chez moi, que ce soit pour tout le monde, qu'on soit tous ensemble. Le Cameroun, aussi l'Afrique, de par l'UEFA, de par ce qu'on est en train de faire, on ne sait jamais, mais il y a des choses à venir, de par mon club, de par la Turquie qui vont se faire, et j'espère que j'ai pris que ça se passe le plus tôt possible. 2014-2021, plusieurs générations sont passées par cette salle de classe pour y suivre cette formation professionnelle au lycée technique de Bangwa. Mais alors, nous avons envoyé nos équipes à Bangwa pour demander ce qu'ils pensent du goléador que vous êtes, que vous aviez été et vous continuez d'être. Alors, nous allons vous permettre de suivre quelques réactions de ces jeunes du lycée technique de Bangwa. C'est dans la région de l'Ouest, département du Ndé, arrondissement de Banganté. Comment je conclus ça? Tu supposes que les enfants, c'était des très bonnes réactions. Alors, Achille, quelle sensation d'entendre ces jeunes vous apporter à votre endroit, dire à votre endroit ces propos aimables? Ouais, beaucoup de fierté, beaucoup de responsabilité aussi, non? Parce que ça vous amène à faire encore des bonnes choses, parce que c'est mieux, c'est vrai quand ça est perdu quand ça va dans le long terme. J'espère encore faire des bonnes choses, comme je t'ai dit tantôt. Et voilà, il y a des choses qui sont en train qui sont dans le laboratoire. J'espère que ça sortira bientôt. Et puis voilà, les jeunes, parce que la jeunesse c'est le futur. Moi j'y crois. J'y crois et je pense que la jeunesse c'est le futur. Pas seulement dans le sport, pas seulement dans l'éducation, il faut faire des choses, même dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, j'ai envie de dire, partout il faut faire des choses. Et tant que je pourrai, et quand Dieu me donnera la force, je continuerai à être la panthère, comme l'a dit Sa Majesté. Comme l'a dit Sa Majesté. Alors, je crois que ce sera certainement la dernière question. Vous aurez pu investir dans d'autres domaines. C'est vrai, vous venez de le dire, vous pouviez, il y a d'autres domaines qui vous préoccupent. Mais quel accent, la question c'est quel accent vous mettez réellement sur l'éducation? Parce que cela se voit que cet acte, ce bâtiment, a été non seulement la très bienvenue, parce que tous les autres bâtiments sont vétustes, et le tout nouveau, a constitué vraiment la fierté de tous ces ensembles, du personnel du lycée technique de Bangwa, des rois qui étaient à cette cérémonie que nous allons certainement regarder d'un bout à l'autre, cérémonie de rétrocession et d'inauguration, mais aussi cette cérémonie d'anoblissement au rang de Mwemba Sumgru. Voilà. Donc, quel accent mettez-vous sur l'éducation aujourd'hui? Vous savez qu'un peuple éduqué, un peuple instruit, c'est le futur, c'est une véritable arme pour le Ego disait qu'un homme qu'on enseigne est un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Déjà, oui. Et comme je disais, c'est par là où tout passe. Et j'ai eu de la chance, hein. Je dis encore, j'ai eu de la chance d'être sorti du lycée pour aller en National de Montevideo, ce qui fait que j'avais toujours ce lien avec l'éducation et le sport. Parce que là, le football, c'est pas que le football, il y a tout ce qu'il y a aux alentours. Il faut comprendre c'est que le métier du football aussi. Et l'éducation, c'est vraiment une priorité parce que déjà, on l'avait pendant le confinement, non? Déjà, vous les parents, avoir des enfants à la maison tout le temps, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ce qui fait que si en plus ils sortent de la maison et rentrent avec une éducation vraiment bien soutenue, c'est encore mieux, beaucoup mieux. Donc, je compte continuer sur cette lancée. Et ne pas oublier aussi d'autres domaines qui sont la santé, qui sont aussi le sport qui m'a donné l'opportunité, la chance d'être ce que je suis et d'être le Webo que tout le monde connaît dans le monde. Merci Pierre-Achille Webo pour votre disponibilité. Merci Pierre-Achille pour votre collaboration. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous laisser dire votre mot de fin. Oui, merci à vous. Merci pour ce reportage. Comme je vous dis, mon confrère,
c'est l'unique, j'ai envie de dire, l'unique presse, l'unique moyen de communication avec qui j'ai échangé depuis longtemps, depuis le 8 décembre. Merci. Et puis voilà, c'est une fierté. Et voilà, j'espère que vous aussi, vous grandirez, vous continuerez à faire des bonnes choses. Et on est jeunes, on a beaucoup de choses à apporter, tant pour l'Afrique, tant pour le Cameroun que pour l'Afrique, et beaucoup de bonnes choses pour nos frères, nos confrères, qui est de la paix. Et je passe le bonjour à tout le monde. Merci Pierre-Achille Webo pour ces paroles aimables à notre endroit ainsi qu'à toute notre équipe. Mesdames et messieurs, c'était votre programme Z2OM, c'était le Zoom du Prince Charlie. Alors nous remercions toute l'équipe, nous remercions notre réalisateur Audrey Wilfried pour cette collaboration. Nous remercions bien évidemment notre maquilleuse maison, Angèle Marie. Mesdames et messieurs, c'était bien votre programme Z2OM. Bien le bonsoir.